Donc, je vais vous parler d'Artus de Bretagne. Artus de Bretagne, attention, ne commettons pas d'erreur. Le héros s'appelle Artus, mais ça n'est pas le roi Arthur. C'est un personnage qui est dans la mouvance arthurienne, mais ça n'est pas le roi Arthur. Alors, en fait, Artus de Bretagne est à peu près le dernier roman arthurien médiéval à ne pas avoir d'édition moderne. Pour combler ce manque, j'ai travaillé à éditer ce beau roman pour les classiques français du Moyen-Âge chez Champion, et l'édition va sortir au printemps prochain. Et donc, c'est un texte relativement peu connu que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais d'abord vous résumer rapidement l'histoire en vous indiquant les différentes versions qui en ont été conservées. Donc, Artus, le héros éponyme, est le fils du duc de Bretagne, Jean. Son histoire nous est racontée à partir de son enfance et de ses amours de jeunesse avec une demoiselle pauvre, Jeannette. Bon, ces amours de jeunesse prennent fin et suite à un rêve, Artus va partir vers l'est, appelé par un rêve qui lui promet d'épouser une aigle. Le mot aigle en ancien français est très souvent féminin, comme le latin aquila. Et donc cet aigle symbolise la demoiselle royale qu'il est appelé à épouser. Alors cet aigle en fait symbolise Florence, la fille du roi Émenidus, roi de Sorelois. Le Sorelois est un royaume oriental. Et donc Florence est la fille du roi Émenidus et de la reine Phénice. Florence est aussi la protégée du noble clerc Étienne, dont je reparlerai, un jeune homme noble qui maîtrise les enchantements, la nigromance, comme dit le texte médiéval. Et Florence est aussi la protégée de la fée Proserpine, qui, à sa naissance, lui a promis d'épouser le meilleur chevalier, Artus, et qui, à sa naissance aussi, lui a promis qu'elle aurait la même apparence qu'elle-même, c'est-à-dire la princesse aura la même apparence que la fée Proserpine, et aussi la même apparence qu'un automate, appelé dans le texte médiéval Image, automate qui se mettra à fonctionner quand paraîtra le meilleur chevalier et qui lui ornera la tête d'un chapelle de soucis, chapelle, couronne en ancien français. Donc Artus finit par rencontrer Florence et il est élu, reconnu par l'automate, ils sont fiancés. Cependant, l'empereur d'Inde, d'Inde la majeure, d'Inde la grande, déclare la guerre à Émenidus car il veut épouser Florence, qui n'a aucune envie de l'épouser puisqu'elle veut épouser Artus. Artus vient en aide au roi de Sorelois pour se battre contre le roi d'Inde et en prévision des combats à venir, Artus repart en Bretagne, en Petite-Bretagne, en Bretagne armoricaine, chercher l'aide de son père, le duc. C'est la fin de la première version du texte, la version initiale, la plus ancienne. Artus revient ensuite avec des renforts en Sorelois, la guerre est décrite. Florence et Artus, après la victoire, se marient. Un tournoi dont je vous ai parlé vendredi dernier a lieu. Il est interrompu brutalement par le clerc Étienne qui déclenche une fumée noire qui met fin au tournoi brutalement. Et c'est la fin de la version 2. Ensuite, le texte, dans certains témoins, dans certains manuscrits, se poursuit jusqu'à la mort du couple. C'est la version V3 qui donne en fait une version biographique allant de la naissance à la mort d'Artus, le héros éponyme. Et puis existe aussi une version V4 que je ne vous raconterai pas, qui poursuit l'histoire avec la génération des fils en entremêlant des aventures échevelées, toutes plus féeriques les unes que les autres. Donc ça c'est la version V4. Moi ce dont je vais vous parler c'est la version V2 qui s'arrête avec le tournoi interrompu par le clerc Étienne. Alors, longtemps méconnu, malgré le succès qu'il a connu entre le XIVe et le XVIe siècle, succès dont atteste le nombre de manuscrits, 14, et d'éditions anciennes, 15, Artus est l'un des rares romans qui, après les grandes proses que sont le Lancelot et le Tristan, réinvestit la matière arthurienne en la renouvelant, en lui inventant un nouveau chronotope. Alors ce nouveau chronotope est aux marges du monde arthurien classique,
puisque l'histoire se déroule après la mort du roi Arthur. Le héros est un descendant de Lancelot. Et l'histoire se déroule aussi en marge de la géographie arthurienne traditionnelle, puisque rien ne se passe en Angleterre, le héros ne va jamais en Angleterre. L'histoire se déroule en fait de Petite-Bretagne armoricaine, avec Nantes, Vannes, qui sont mentionnées, jusqu'en Orient. Et la majeure partie de l'histoire se passe dans un Orient dont j'aurai l'occasion de vous reparler à la fin de mon intervention. Donc le chronotope est renouvelé aux marges du chronotope classique. Ce roman est relativement long, entre 520 pages à peu près dans l'édition à venir, mais ça n'est pas un texte aussi long que le Tristan en prose ou le Lancelot en prose, ou même Perceforest qui est écrit un petit peu plus tard, qui fait 6000 pages et qui est l'un des plus longs romans de la langue française, ce qu'on oublie souvent. Artus, en fait, conjoint les trois grands univers narratifs du Moyen-Âge, univers narratifs qui ont été définis par Jean Baudel comme étant la matière de France, de Bretagne et de Rome. En fait, Artus utilise la matière arthurienne puisque son héros descend de Lancelot et que ses aventures réécrivent de nombreux épisodes du Lancelot en prose, par exemple, ou du Tristan en prose. D'ailleurs, Artus porte un nom arthurien et il est formé par un maître qui s'appelle Gouvernaud, qui a un nom hérité de la tradition de Tristan. Donc, matière de Bretagne, matière de Rome aussi, puisqu'en fait, Artus de Bretagne emprunte beaucoup à la matière narrative construite autour d'Alexandre le Grand, Alexandre le Conquérant. Le père de Florence, la promise d'Artus, se nomme Émenidus, selon le nom d'un des lieutenants d'Artus, et un lieutenant d'Alexandre le Grand, pardon, et l'un des personnages importants du roman se nomme Perdiccas. Perdiccas est aussi le nom d'un des proches d'Alexandre le Conquérant. Par ailleurs, les aventures d'Artus en Orient ont un parfum alexandrin. Matière de France aussi, puisque le roman d'Artus doit beaucoup à la chanson de geste, en particulier dans les scènes de guerre, pendant la guerre qui oppose l'empereur d'Inde et les troupes de Sorelois. Dans cette partie du récit, le texte réécrit des motifs épiques en empruntant en particulier aux chansons de Guillaume, avec le motif du déguisement, de l'incognito, avec une arme qui est souvent utilisée, le tinel, appelé aussi range, dont j'ai parlé vendredi dernier, qui rapproche les personnages du ré noir de la chanson de Guillaume. Donc en fait, le texte noue des éléments variés, divers, et en cela, il s'inscrit parfaitement dans la mouvance de tous les récits tardifs tels que Richard Traxler les a étudiés dans son ouvrage Disjointure-Conjointure. Interférence entre les matières, Artus pratique effectivement cette fusion des univers narratifs qui, au XIIe, étaient relativement disjoints. Finalement, ce texte tardif fait partie de ces vieux romans qui ont été l'objet d'un beau numéro d'études françaises publié par Francis Gingras et Hugo Dionne il y a quelques années. Et comme bien des vieux romans, Artus mérite d'être réévalué. Et c'est ce à quoi je me suis attachée ces dernières années, réévaluer Artus. Effectivement, on considère souvent qu'Artus fait partie de ces romans témoignant de l'épuisement de la matière arthurienne. Cette matière est épuisée, effectivement, par l'évidement de l'aventure, qui est, semble-t-il, réduite à un enchaînement gratuit d'aventures mal organisées, avec tantôt une fée qui intervient, tantôt un monstre qui montre le bout de son nez. On a l'impression que l'aventure, cependant, est vidée de son sens. Il n'y a plus de Graal, il n'y a plus d'ermite pour faire la leçon au chevalier et donner une dimension spirituelle à l'aventure. Donc on a l'impression que le roman arthurien n'a plus guère de sens et qu'il se développe dans un univers où les valeurs de la chevalerie sont démodées, dévaluées par l'évolution de la société. Cependant, je vais essayer de vous montrer qu'Artus de Bretagne est un roman fort bien construit et un roman intelligent, qui a un sens, qui n'enchaîne pas à vide des aventures creuses. Je vais d'abord, dans un premier temps, essayer de vous montrer comment le roman se construit autour de deux héros, le clerc Étienne et le chevalier,
Donc cela lui assure une construction solide qui évite que les aventures ne soient échevelées et ne partent dans tous les sens. Dans un deuxième temps, j'essaierai de voir comment le roman met en place une construction pseudo-mythologique qui renvoie à la culture lettrée de son auteur, peut-être un clerc autour des années 1300. Donc une sénéfiance construite autour d'une lecture pseudo-mythologique du monde avec la fée Proserpine. Et puis dans un troisième temps, j'essaierai de voir comment ce récit, quoique féerique et déplacé vers un Orient fabuleux, repose sur une rêverie politique marquée par l'actualité, l'histoire, celle d'un duc de Bretagne fasciné par la croisade. Donc, ce sont les trois temps que je vais vous exposer, donc, qui figurent sur le document qui vous a été distribué. Donc, voyons d'abord comment le roman se construit autour de deux figures phares, le clerc et le chevalier. Les interférences génériques entre roman arthurien, chansons de geste, roman d'Alexandre, les insertions de type encyclopédique, les nombreux jeux intertextuels contribuent, semble-t-il, à faire d'Artus un roman composite, une sorte de patchwork avec des éléments empruntés à la littérature savante, à la littérature de loisirs, à la matière de France, à la matière de Bretagne. Donc, on a souvent reproché au récit arthurien de la fin du Moyen-Âge d'être hétéroclite, mal composé, et Artus a pâti de cette critique. Cependant, ce roman, selon moi, malgré son inachèvement apparent du fait du tournoi final interrompu de façon abrupte, est habilement composé. Je n'insisterai que sur un point, je pourrais en développer d'autres, mais je vais prendre un point pour montrer qu'il est bien construit et je vais travailler sur l'équilibre judicieux que le texte construit entre deux personnages, le clerc enchanteur Étienne et le chevalier Artus, rivaux et compagnons, qui renouvellent considérablement le modèle du roman arthurien et met à la mode finalement le roman arthurien à la mode du nouveau roman tardif. Ce roman de transition, tel que Michel Zinc l'a décrit, construit souvent autour de deux héros, comme Olivier de Castille et Artus d'Algarve. À la fin du Moyen-Âge, on a un roman pseudo-réaliste qui se développe avec souvent deux héros fonctionnant en tandem. Et là, on voit qu'Artus de Bretagne s'adapte à ce nouveau modèle, ce nouveau roman, en adoptant lui aussi deux héros. Mais ce qui est original, c'est qu'ici, les deux héros ne sont pas deux chevaliers. Le tandem est constitué en fait d'un chevalier et d'un clerc, Artus et Étienne. Alors, le roman arthurien classique, celui des XIIe et XIIIe siècles, nous a déjà habitués à ce type de tandem avec des romans qui traitent d'un chevalier et de Merlin, qui est un enchanteur. On peut mentionner l'exemple, par exemple, des prophéties de Merlin, où on a à la fois un héros chevalier et Merlin l'enchanteur. Mais comme l'a bien montré Nathalie Coble, qui je crois est venue vous rendre visite, comme l'a bien montré Nathalie Coble, dans les prophéties de Merlin, les deux univers, univers d'Arthur et univers de Merlin, ne se rencontrent jamais véritablement et coexistent parallèlement. Il y a le côté d'Arthur, le côté de Merlin. Dans Artus, en revanche, Artus le chevalier et Étienne l'enchanteur sont deux compagnons qui aimantent deux univers narratifs entremêlés, indifférenciés. Ils fréquentent les mêmes cours, leurs destins sont liés et ce sont presque des doubles. Alors Artus, certes, est un roman de chevalerie et le lecteur qui ouvre Artus trouvera des aventures avec des chevaliers héroïques. Sans surprise, le héros éponyme est le chevalier Artus. Mais l'image que le roman donne de la chevalerie est composite. Certes, tous les chevaliers du texte délivrent des demoiselles en détresse, les sauvent de félons libidineux et de voleurs. Certes, comme toujours, le chevalier rétablit le droit, il participe à des duels judiciaires, à des tournois, à Vienne, à Corinthe, sans compter le tournoi final, interrompu brutalement à Argence. Ces combats, cependant, sont l'occasion de mettre face à face deux types de chevaliers, ce qui prouve que c'est un roman de chevalerie, mais qui n'est pas monobloc. On a deux types de chevaliers. On a les chevaliers de l'ancienne génération, tout en muscles, avec le verbe haut, extrêmement virils, qui se battent souvent avec des leviers, des tinelles, des ranges, des massues, des étés de charrette,
extrêmement virils comme Renoir, qui leur sert souvent de modèle. L'exemple de ce type de chevalerie, c'est Gouvernaud, le maître qui a élevé Artus, qui appartient donc à une génération ancienne. Gouvernaud, qui sera tout au long de sa vie le compagnon d'Artus, et qui est une sorte de double viril, extrêmement viril de celui-ci. D'ailleurs, Gouvernaud va épouser Jeannette, le premier amour d'Artus, ce qui simplifie finalement le dénouement, parce que Artus n'a pas pu épouser Jeannette parce qu'elle était d'origine trop modeste, donc finalement tout s'arrange, puisque le double d'Artus, Gouvernaud, épousera Jeannette. Donc on a de nombreux épisodes, en particulier celui de l'île perdue, dont je vous ai parlé vendredi dernier lorsque j'ai commenté la variante Tarteret. Gouvernaud à l'île perdue incarne bien cette chevalerie tout en muscles et en appétit sexuel. On a l'aventure de Gouvernaud à l'île perdue qui évidemment rappelle de loin la fine amorce avec son verger, ses guetteurs de l'aube. Mais en fait, cette aventure est essentiellement un adultère joyeux sans complexe, sanctionnant un vieux barbon désagréable, le mari de la comtesse. Et ce qui est mis en valeur ici, c'est une chevalerie qui n'est pas extrêmement raffinée, qui est très physique, que ce soit pour se battre ou pour aimer. À côté de cela, il y a une autre chevalerie plus courtoise, plus courtisane en quelque sorte, qui annonce le renouvellement social de la chevalerie à la fin du Moyen-Âge. Cette chevalerie est incarnée par Artus, qui certes se bat très bien, a des muscles, mais aussi sait se vêtir, sait parler à la cour, mener des dialogues courtois, prononcer des tirades subtiles, faire des jeux de mots. Donc c'est un autre type de chevalerie qui est décrite et qui entre en concurrence avec l'ancienne chevalerie tout en muscles. Ce qui est caractéristique aussi de cette chevalerie, même si elle est double, c'est qu'elle est toujours profane. Point de Graal, point d'ermite. On va peut-être à la messe, et effectivement on y va régulièrement, mais cela n'a pas d'incidence sur le comportement des héros. Il n'y aura pas de quête spirituelle. Et si des religieux sont mis en scène, comme l'abbé de la Grâce de Dieu, un cistercien, un moine blanc, c'est uniquement pour évoquer un conflit avec un seigneur féodal autour d'un moulin et de droit de passage à ce moulin. Donc on a là quelque chose d'extrêmement profane. Le moine blanc convoqué ne l'est pas pour ses vertus spirituelles. Donc on va à la messe, on jure sur les reliques, mais Dieu et le diable sont extrêmement discrets. On n'est pas dans la quête d'El Saint Graal. Et Artus confirme bien le désintérêt des romans tardifs pour le Graal et la sénescience spirituelle. Cependant, ce qui organise la représentation, enfin le système des personnages dans le roman, ce n'est pas tant cette opposition entre deux types de chevaliers que le système construit entre le chevalier Étienne Gouvernaud et le clerc Étienne. Et c'est ce tandem chevalier-clerc qui sert à construire un roman relativement fermement bâti. Ce héros original, le clerc Étienne, est un fils de roi, donc il est noble comme Artus, même plus noble qu'Artus, donc fils de roi. Il a été éduqué à Athènes, donc il est lettré et il est clerc. On peut émettre l'hypothèse que l'auteur d'Artus s'est projeté dans cette figure idéale, qui finit par épouser la demoiselle Marguerite d'Argence, une riche héritière qui, par chance, n'a plus de parents, n'a pas de frères, et donc hérite d'un domaine très, très puissant. Donc, pour séduire Marguerite, Étienne ne va pas se battre, il ne va pas montrer ses muscles, il va simplement, pendant une longue chevauchée, répondre aux questions curieuses de la demoiselle, qui, par exemple, voyant un valet tomber à terre pendant la chevauchée, lui demande « Mais comment ça se fait que les choses tombent par terre ?» Et il va lui expliquer en quelque sorte la gravité. Et ensuite, on va enchaîner de question en question, et le clerc Étienne, sur plusieurs folios,
va faire une présentation savante qui reprend des éléments des encyclopédies vulgarisées qui se sont développées en prose autour du XIIIe siècle. On a là une scène très intéressante, rendant compte d'un savoir vulgarisé, peut-être un peu passé, mais quand même intéressant, qu'on ne retrouvera pas dans les éditions renaissantes d'ailleurs, parce que là c'est complètement périmé à la Renaissance. Mais donc Étienne est une figure intéressante puisqu'il est noble, il sait se battre, il va être adoubé chevalier à la fin du roman, et il maîtrise le savoir et qui lui sert à séduire. Une sorte d'universitaire peut-être, d'une certaine façon. À la fin du roman, ce qui est très original, c'est que le clerc est adoubé chevalier. On a très peu de romans mettant en scène des clercs qui sont adoubés. Et on voit bien que l'auteur a été obligé d'introduire avec beaucoup de soin cette scène d'adoubement. L'adoubement d'Étienne n'est pas naturel. Au début du roman, l'adoubement d'Artus se fait sans problème, en 3 lignes. Il est arrivé à l'âge d'être adoubé, eh bien on l'adoube et ça se passe naturellement. En revanche, pour Étienne, le texte va se développer sur plusieurs folios parce que ça n'est pas habituel qu'un clerc soit adoubé chevalier. Et d'abord, dans un premier temps, quand Étienne va exprimer son souhait d'être adoubé, tout le monde va se moquer de lui. Et on va lui dire, mais vous êtes un clerc, vous êtes mieux fait pour la chambre des dames que pour le champ de bataille. Et on va mettre en cause sa virilité dans des échanges assez savoureux. Par exemple, on va lui dire que son père était un pelletier pour mettre en doute sa virilité. On va lui expliquer qu'il est très difficile pour un clerc de devenir chevalier, que ce n'est pas sa place. Mais Marguerite, séduite par son savoir, va exprimer, et c'est la citation 1, toute l'estime qu'elle a pour le clerc. Et Marguerite, en fait, va porter le débat du clerc et du chevalier. On sait qu'au Moyen-Âge, le genre du débat était très cultivé. Le genre du débat, c'est un genre fixe où on posait une question, que vaut-il mieux, ceci ou cela? Et puis chacun expose des arguments et puis on conclut. Il y avait un type de débat qui était très prisé, c'était le débat du clerc et du chevalier. On en a conservé plusieurs. Et donc en fait, Artus, c'est finalement un débat du clerc et du chevalier mis en roman, narrativisé. Et Marguerite va, dans la citation 1, exposer sa conclusion. Elle dit que l'amour des clercs est plus ferme que celui des autres gens. Ma traduction était mauvaise, c'est pas celle des autres gens, c'est celui des autres gens. Clercs aiment plus fermement que ne font nul autre gens. Donc l'amour des clercs est plus ferme que celui des autres gens, sous-entendu des chevaliers. Il est délicat, mignote et doux, trop douce. Donc, et elle va poursuivre, citation 2, « Clercs deviennent bien chevaliers et chevaliers deviennent clercs à moult de grande peine. Les clercs peuvent bien devenir chevaliers, mais les chevaliers ont beaucoup de mal à devenir des clercs. » Donc pour elle, dans le débat, c'est simple, ce sont les clercs qui ont la primauté, et le roman va rester là-dessus, parce que si le clerc Étienne finit par devenir chevalier en étant adoubé, à aucun moment Artus ne pourra prétendre à la clergie. À aucun moment Artus, bien que ce soit le héros éponyme, ne fera preuve d'un savoir quelconque. Il ne prononce pas d'exposé savant, il n'a aucun savoir qui le caractérise. Donc le roman, clairement, prend le parti du clerc, super-héros, par rapport au chevalier. Et du coup, on va avoir de longs portraits consacrés à Étienne, alors qu'Artus n'est pas très souvent décrit. On va nous décrire Étienne, et c'est la citation 3, comme étant le plus gracieux clerc du monde, avec une taille moyenne entre le grand et le petit. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, il est parfait. Et de même, sa couleur est parfaite, entre le pâle et le brun. Il n'est ni trop bronzé, ni trop pâle. Et il a un visage rond, un peu gras. Enfin, un visage rond, crassé. Et on va nous décrire régulièrement ses tenues avec ce vêtement de tiretaine violet et le gamis dont on a parlé vendredi dernier. Donc on voit se dégager un idéal original qui fait contrepoids à celui du chevalier, qu'il s'agisse du chevalier d'antan tout en muscles ou du chevalier courtisan représenté par Artus. Cet idéal qui fait contrepoids, c'est celui du clerc Étienne,
qui maîtrise le savoir encyclopédique, mais qui maîtrise aussi autre chose, il maîtrise la nigromance, c'est-à-dire le savoir magique. Il sait déclencher des enchantements, il sait déclencher des fumées, il sait déclencher pendant les repas des entremets merveilleux avec des oiseaux qui vont sortir d'une cage pour aller se percher sur la dame la plus vertueuse, et l'oiseau va beaucoup chercher. Donc c'est vraiment un maître en magie qui est le double du chevalier, Artus, mais qui est aussi le double masculin de la fée Proserpine, puisqu'il partage avec Proserpine cette maîtrise de la nigromance, ce qu'on pourrait traduire comme magie noire, nigre, noir, mance, magie, nigromance. Mais en fait, le mot nigromance vient de nécromancie. C'est normal, étymologiquement, la magie, la conjuration des morts. Mais le mot négromance a été relu au Moyen-Âge en nigromance, magie noire. Et négromance, normalement, dans de nombreux textes du XIIIe, c'est la magie qui convoque le diable, d'où son nom de magie noire, nigromance. Mais dans notre texte, comme le diable est absent, comme je vous l'ai dit, nigromance est relu en magie noire parce que cela déclenche des enchantements noirs, des tourbillons de fumée noire. Et donc c'est une version apaisée de la magie noire diabolique qui est mise en scène par Étienne, qui à aucun moment n'est condamné pour commerce avec le diable. Ça n'est pas Merlin du tout. Donc, finalement, on ne peut pas dire dans un premier temps qu'Artus est un roman arthurien tardif, échevelé, construit n'importe comment par un auteur incapable. C'est le jugement qu'on portait sur ce texte au XVIIIe et au XXe siècle. Maintenant, non. Si on regarde le texte de près, on voit qu'il est très habilement charpenté autour de deux héros, Artus et Étienne. Dans un deuxième temps, on peut s'interroger sur la senefiance de ce roman. Pourquoi ce roman ? Quel sens pouvait-il avoir pour ses lecteurs vers 1300 ? Alors, deux éléments de réponse. Tout d'abord, Artus est un héros solaire, c'est le chevalier aux soucis, et autour de lui et d'Étienne est construit un roman pseudo-mythologique qui correspond finalement à la dimension pré-renaissante de ce texte, avec un intérêt marqué, nouveau, pour la mythologie antique. Alors, la promotion du clerc dans Artus est originale et est caractérisée par une promotion de la féerie. Artus, comme la fée Proserpine, est lié à la féerie, une féerie profane qui n'est pas diabolique, qui n'est pas chrétienne non plus, évidemment. Cette alliance de l'enchanteur et de la fée peut surprendre, parce qu'un lecteur de romans arthuriens sait que les enchanteurs, quand ils s'appellent Merlin, ont des problèmes avec les fées, quand elles s'appellent Morgue ou Viviane. Ici, la relation est apaisée, les deux collaborent. C'est un roman plein de bonne humeur. La méfiance des clercs à l'égard du folklore s'atténue à la fin du Moyen-Âge, et on voit de nombreux textes produits par des clercs ou des lettrés, comme les évangiles des quenouilles, qui témoignent d'un intérêt soutenu pour le folklore profane, les fées, et l'Antiquité latine, les deux étant perçus comme un ensemble cohérent par opposition au monde chrétien. Et donc Artus témoigne de ce goût à la fois pour la féerie et pour l'Antiquité. Et ce qui en témoigne, c'est cette fée Proserpine que l'auteur a inventée, qui est très originale. Alors la fée Proserpine a pu lui être inspirée par plusieurs modèles. Chez Huon de Méry, on a une fée un peu arthurienne qui s'appelle Proserpine et qui offre des armes aux chevaliers, comme le fait notre fée Proserpine qui donne un écu blanc et une épée fée à Artus. Dans l'Haut-Rhin, on a aussi une fée qui se nomme Proserpine. Proserpine peut aussi être inspirée par le modèle mélusinien, qui devait circuler à l'oral depuis pas mal de temps, comme le signal, l'allusion qui fait Bersuire. Proserpine a pu aussi être inspirée par la chanson de geste Huon de Bordeaux, parce que certains des enchantements qu'elle produit semblent hérités, en particulier pour ce qui est des automates qui battent avec des fléaux interdisant le passage, par la chanson de geste Huon de Bordeaux. De toute évidence, autour de Proserpine se sont amalgamés aussi différents motifs à la fois
tiré de la tradition orale et de la tradition écrite, comme le don des fées à la naissance, puisque c'est autour de Proserpine que s'organise le don des fées à la naissance de Florence. Donc, on a clairement un modèle féerique composite, mais qui prend une cohérence quand on se souvient que Proserpine est la déesse qui préside à l'enchaînement des saisons et au cycle solaire. Or, l'élément essentiel dans les enchantements qui servent à élire Artus est ce fameux chapelle de Soucis, cette couronne de Soucis que l'automate, l'image, qui ressemble à la princesse et à la fée, doit mettre sur la tête du héros élu. Alors, au début, quand j'ai commencé à travailler sur ce texte, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce chapelle de Soucis? Pourquoi des soucis? Sachant que la fleur de soucis est très souvent mal connotée au Moyen-Âge à cause de l'homonymie avec le souci, avoir du souci. Voilà. Donc je me suis demandé pourquoi une fleur de soucis alors que le souci est souvent mal connoté. Et en fait, il m'est apparu que ce souci s'expliquait très bien lorsque on se rappelait que la fleur de soucis, étymologiquement, remonte au solsecium, solsecia, la fleur qui suit le soleil. En fait, le souci, c'est comme le tournesol. Et il est logique que Proserpine, déesse des saisons et donc du cycle solaire, soit associée à un automate dont l'emblème, en quelque sorte, soit la fleur de soucis, elle-même solaire. Et si on regarde de près les aventures que réussit à accomplir notre héros, eh bien, on constate que systématiquement, son rôle, c'est rétablir la lumière. Il va au château de la Porte Noire, où il y a des enchantements sombres, et hop, il rétablit la lumière. Il va à la Tour Douloureuse, tout est sombre, il y a des tempêtes, des fumées, etc. Il rétablit la lumière. Donc, il y a une logique. Artus est un héros restaurateur de lumière. Il est logique qu'il soit soutenu par la fée Proserpine. Il est logique qu'il reçoive un chapelle de soucis, de fleurs solaires. De la même façon, il est logique qu'il rencontre que les femmes dans le roman portent des noms de fleurs. Elles s'appellent Florette, elles s'appellent Marguerite, elles s'appellent Florence. Donc, toujours ce motif de la restauration saisonnière, du cycle de la nature. On peut rattacher à cela aussi le fait que la mère de la princesse s'appelle Phénice, ce qui est expliqué de deux façons dans le roman. Elle s'appelle Phénice parce qu'elle vient de Phénicie, et aussi, nous dit le texte, parce que en Phénicie, il y a le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Donc on retrouve cette idée de cycle, de circularité, représentée aussi très bien par le chapelle qui est rond. Bon. Donc la couronne de soucis, Proserpine, Phénice, Florence, tout cela contribue à faire de notre héros un restaurateur de lumière et à construire le roman selon une pseudo-mythologie. Je ne dis pas que le roman s'inspire de représentations mythologiques anciennes, profondément ancrées. Cependant, c'était la théorie de Loomis, qui est l'un des premiers à s'être intéressé au roman d'Artus. Loomis, en fait, c'est un celtisan qui a mis en évidence de possibles sources irlandaises, galloises à la mythologie antique. Et il a rapproché le lit périlleux d'Artus du festin de Bricriu, qui est un texte irlandais. Donc pour lui, Artus rendait compte de façon très primitive de la mythologie celtique. Je ne partage pas son point de vue. Je pense plutôt que l'auteur a bricolé une pseudo-mythologie à partir d'éléments qu'il a empruntés à ses lectures classiques, au récit qu'il a entendu à l'oral aussi, à la littérature arthurienne traditionnelle de Chrétien III ou Lancelot en prose, et donc il a bâti une pseudo-mythologie autour d'un récit solaire avec un héros restaurateur de lumière. Cette construction, en fait, s'insère très bien dans cette redécouverte de la mythologie à la fin du Moyen-Âge. Alors, cependant, pourquoi une telle construction? Pour le plaisir de la fable, peut-être, mais pas seulement. À mon avis, cette construction nourrit une rêverie politique. La géographie d'Artus de Bretagne attire l'attention.
la tendance du roman à la fin du Moyen-Âge est d'intégrer une onomastique de type réaliste à l'onomastique fabuleuse des romans arthuriens traditionnels. Et effectivement, on va avoir des toponymes bretons dans un roman comme Pontus et Sidoine. Donc, cette tendance du roman tardif à intégrer une onomastique réaliste se comprend si on situe la production tardive dans le contexte de l'enromancement du monde. À la fin du Moyen-Âge, on aime à établir des ponts entre la littérature de fiction et la vie réelle. On aime à jouer au roman, on aime à jouer au chevalier arthurien. On organise des tournois où on s'appelle Perceval, Lancelot. Donc il y a un va-et-vient très, très fort entre la réalité des pratiques et le monde romanesque. Donc on peut penser qu'Artus, avec sa toponymie réaliste, s'inscrit dans cet enromancement du monde. Cependant, on peut aller plus loin. En fait, le roman a pour héros un Artus, dont le père s'appelle Jean, et est duc de Bretagne, et dont la mère est apparentée au Lancastre, en Angleterre. En fait, tout cela correspond à la réalité, avec une projection. Dans la réalité, il y avait le duc Jean II de Bretagne qui avait un fils qui sera le futur Arthur II de Bretagne, qui va mourir en 1312, et la mère d'Arthur était effectivement apparentée au Lancastre. Donc, l'auteur a projeté dans son univers romanesque des figures historiques, réelles, et il est tout à fait possible qu'il ait écrit pour le duc Jean, qui était passionné d'arthurianisme. De nombreux grands seigneurs de la fin du Moyen-Âge se sont passionnés pour le monde arthurien. Édouard Ier d'Angleterre, par exemple, a organisé plusieurs tables rondes somptueuses qui ont marqué les mémoires en 1284 à Neuvin et surtout en 1299 à Londres. Et au cours de ces tables rondes, on jouait aux chevaliers arthuriens. Il est tout à fait possible que le duc de Bretagne, qui était le beau-frère d'Édouard Ier d'Angleterre, ait eu envie, lui aussi, de s'inscrire dans cette mouvance et de jouer au chevalier arthurien. Et il est tout à fait possible qu'il ait demandé à un clerc de son entourage de lui écrire un roman arthurien en son honneur. Il est donc finalement peu étonnant que le duc Jean ait commandé un roman arthurien à un moment où la vogue était grande dans les cours pour cet univers. Cependant, la notion de propagande est discutable pour les textes du Moyen-Âge. On ne peut pas dire que le roman d'Artus fait la propagande du duc Jean. Il reste cependant vrai que de très nombreux textes narratifs de la fin du Moyen-Âge, sans être véritablement des œuvres de propagande, aiment glorifier les grands seigneurs. Et donc, ces fictions, même si elles ne sont pas des œuvres de propagande ou de commande à strictement parler, ont souvent une dimension politique de célébration linéaire. Et il semble bien qu'à travers la spécularité onomastique entre les Jean et les Arthur, entre la réalité et Artus, le roman ici exprime une rêverie politique chère au cœur du duc Jean. Que représente en effet l'Orient dans Artus de Bretagne? Artus épouse une princesse orientale et à la fin du roman, il devient roi de Sorelois et même empereur d'Inde, tout en étant toujours duc de Bretagne, puisqu'il va hériter de son père. On a un long chapitre intitulé « Devisement » qui énumère toutes les terres d'Artus. Et on voit bien qu'Artus, à la fin du roman, devient un grand seigneur oriental avec une onomastique réaliste où on a la Macédoine, où on a la Phénicie, où on a Damas, on a Corinthe, on a l'Égypte, on a l'Arménie, on a Sébaste, qui serait Sébaste actuellement en Turquie, ancienne capitale de l'Arménie, on a la Palestine, on a Pancapone, où il y a un évêché dans le texte, où on reconnaît la Pentapole de Libye, siège épiscopal. Et en fait, si on regarde de près, on voit que l'empire dont hérite Artus à la fin du roman se superpose à la fois aux États latins constitués après la prise de Constantinople par les croisés en 1204, à l'empire byzantin, et donc on a l'impression que le roman
répond à la rêverie du duc de Bretagne, qui a rêvé de devenir un prince oriental, comme l'ont été certains de ses proches, géographiquement, les Lusignans ou les Anjou. La Bretagne n'a pas eu de destin oriental dans la réalité, mais des grands seigneurs apparentés, eux, ont eu des destins à l'est, les Anjou, les Lusignans. Et puis il y a un roman qui s'appelle Parthenopeu de Blois, qui invente aussi au héros, l'héritier de Blois, un destin oriental, puisqu'il épouse la fée Méliore, qui est souveraine de Chièvre d'Or, qui est une sorte de Constantinople fantasmée. Donc que ce soit la littérature, que ce soit la réalité, le duc de Bretagne avait autour de lui des modèles qui faisaient des seigneurs de Blois, d'Anjou, de Lusignan, des seigneurs orientaux, alors que lui, seigneur de Bretagne, n'avait pas de destin à l'est. Or, on sait que le duc Jean a rêvé d'un destin à l'est. En effet, il est allé en croisade, Jean II est allé en croisade avec son père, il a participé à la 8e croisade, mais contrairement à son père, il n'est pas rentré en France en 1270, mais il a poussé un peu plus loin avec Édouard Ier, justement, l'arthurianiste convaincu, son beau-frère, qui l'a peut-être initié à cet enromancement du monde arthurien. Et il est allé en Syrie, il n'est revenu que 3 ans après, en 1273. Alors quand Artus est composé, vers 1300, Acre est tombé, il n'y a plus d'État latin en Orient, la croisade a perdu de son actualité, mais Jean II a toute sa vie continué à rêver de croisade, jusqu'à sa mort en 1305, comme le prouve son testament, dans lequel il engage son fils, Arthur, qui est le prototype de notre héros, à aller à la Terre Sainte d'Outre-mer. Donc Jean II a pu commander à un lettré de sa cour un roman qui invente un destin oriental à son héritier. Et l'auteur a été assez habile, parce que vraisemblablement, quand l'œuvre a été commandée vers 1300, le duc n'était plus tout jeune, et il était évident que bientôt c'était Arthur qui allait hériter. Or, Arthur, de toute évidence, n'était pas un aventurier tenté par l'Orient. Il n'a jamais accompli le vœu de son père d'aller en Terre Sainte, disant qu'il était en trop mauvaise santé. Et donc, ça devait se sentir vers 1300 déjà. Donc, le lettré qui a composé Artus avait devant lui un duc de Bretagne qui ne rêvait que d'une chose, c'est d'un destin oriental pour l'héritier. Donc, il a inventé un Artus qui allait se marier en Orient. Donc, le père était satisfait. Mais le fils, qui était amené certainement à être le futur mécène du clerc en question. Le fils, lui, avait manifesté depuis longtemps son peu de goût pour les aventures à l'Est, et donc le clerc a inventé une aventure orientale placée sous le signe de la féerie. Donc le père était content parce que l'héritier, dans le roman, héritait de terres orientales, et puis l'héritier Artus était tranquillisé parce que finalement tout cela n'était qu'une histoire de fées et n'était pas réel. Bon, il est risqué de tenter de reconstituer les enjeux de textes anonymes dont la datation est incertaine. Le plaisir de la fiction peut suffire à expliquer que ces textes aient plu. Pourtant, la politisation de la fiction est souvent constatée à la fin du Moyen-Âge, et l'irruption d'une onomastique de type réaliste, tout comme la représentation de pratiques sociales et chevaleresques, suggère que le roman et l'histoire entretiennent vers 1300 des relations très complexes. C'est pourquoi, à titre d'hypothèse, je propose cette lecture d'Artus. Pourtant, si tel est bien l'enjeu du roman au moment de sa composition, il semble bien que la réception ultérieure de l'œuvre se soit colorée différemment. Rien ne se périme en effet aussi vite que les rêves d'un duc de Bretagne et qu'un contexte géopolitique. Le charme des avours chevaleresques et la féerie vont alors prendre le relais au XVIe et au XVIIe siècle. Je vous remercie.